Alors, pour parler d'éthique et de déontologie, je vais demander à Fabienne Brugère, qui est ici, de me rejoindre, ainsi qu'à Madame Desclères-du-Lac, et puis François Ménien. Venez, installez-vous, mesdames, messieurs. Prenez place. Fabienne Brugère, vous êtes philosophe. Allez-y, installez-vous. Vous êtes philosophe, auteur de L'éthique du Caire dans la collection Que sais-je. Danielle Desclères-du-Lac, on vous a entendu déjà tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes coprésidente du collectif interassociatif sur la santé. Et puis, comme je le disais, vous représentez les usagers dans plusieurs conseils de surveillance d'établissements de santé. Et puis enfin, François Ménien, vice-président du Conseil national de l'ordre. Bien sûr, vos questions, comme d'habitude, tout à l'heure, les tweets, hashtag colloque CNOMK 2016. Alors, Madame Desclères-du-Lac, je me tourne d'abord vers vous. Selon la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites alternatives, dont 60% parmi les malades du cancer. J'avoue que le chiffre m'a étonné, je trouve ça énorme. Est-ce que vous, ça vous surprend? Quel est votre regard sur cette statistique? Prenez le micro qui est devant vous. Alors écoutez, je n'ai pas connaissance de ce chiffre, hein, vous doutez bien que... Voilà, simplement, ce qui m'étonne, c'est que dans le cancer, s'il y a vraiment une pathologie dans laquelle toutes les associations, et que ce soit l'INCa, la Ligue contre le cancer, etc., font quand même un travail important et de prise en charge des patients. Et je suis... alors, comment je vais vous dire ça? Je pense qu'ils sont tout à fait en phase avec les professionnels de santé reconnus, mais je pense que c'est une telle pathologie lourde qui handicape beaucoup que très souvent, ils n'ont peut-être pas toujours l'écoute. Ils ont tous les soins nécessaires, mais que parfois, ils ont peut-être besoin d'autre chose que le soin et qu'ils trouvent auprès de ces alternatives comment je vais dire, des soutiens qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Mais je suis un peu étonnée quand même du chiffre que vous évoquez, parce que dans le cancer... Il provient de la mission de... Oui, mais je ne la mets pas du tout en doute. Hein, je ne le mets pas du tout en doute, parce que quand je sais tout ce qui est fait autour de la prise en charge des patients atteints du cancer, notamment avec des groupes de parole, avec des espaces qui s'adressent à énormément de choses, et qu'on est au-delà du soin, que ça veut dire qu'on n'est pas bon encore dans cette démarche-là. Et toute notre notion d'empowerment qu'on veut développer, tout ce que l'on veut faire pour l'autonomie du patient, eh bien, on a encore du travail à faire, notamment dans une pathologie qui est peut-être celle qui est la mieux prise en charge aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour, même au-delà du soin. Est-ce qu'on peut dire, au-delà des personnes atteintes de cancer, chez les patients en général, qu'il y a aujourd'hui une tendance à demander des traitements personnalisés, plus naturels? Est-ce qu'ils sont demandeurs, plus souvent qu'avant, d'autres pratiques? Oui, il y a une demande. Je vois dans les associations de patients, ils ont besoin d'informations, justement, sur toutes ces alternatives. Et je crois qu'il faut leur donner pour qu'ils voient... Enfin, leur donner en précisant bien ce que cela peut leur apporter. Parce que je crois qu'il faut faire aussi attention, parce qu'on voit bien ce qui a été dit tout à l'heure dans la petite projection, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Donc je crois qu'il faut aussi, là, informer le patient qu'il ne faut pas non plus aller vers ce qu'on appelle parfois des gourous, parce que ça existe aussi, et que, dans la kinésie, on sait bien qu'il y a parfois des actes qui sont faits et qui sont plus dangereux que les douleurs que le patient peut ressentir. Et je crois que là, il faut être très vigilant et s'entourer véritablement de toute la sécurité pour pouvoir donner l'information. Alors, on va rappeler que le Conseil national de l'ordre a fait part devant une commission d'enquête sénatoriale de son inquiétude concernant les demandes relatives à l'exercice de la fasciathérapie, microkinésithérapie, biokinergie ou autre kinésiologie
Vous voulez nous en parler, François? Oui, c'est effectivement une fragilité, je dirais, des professionnels de santé qui, par démarche, quand on voit le nombre d'étudiants, de jeunes qui veulent s'engager dans la voie d'études de professionnels de santé, on voit bien cette appétence pour le care, comme dirait ma voisine. Et donc, pour l'attention faite aux autres. Là-dessus, il faut cette attitude spontanée, de cette sollicitude, elle doit aller plus loin, puisqu'il faut qu'il y ait une professionnalisation et que donc les thérapeutes, et notamment les masseurs kinésithérapeutes, pratiquent des soins, comme dit le code de déontologie, consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. Il est vrai que là aussi, l'évolution de notre formation est très importante parce qu'on a vu des jeunes kinésithérapeutes se trouver à la sortie de leurs études, qui étaient parfois, je suis caricatural, mais un peu comme un permis de conduire, démunis devant des situations de patients qui étaient en souffrance. Et eux-mêmes, s'ils n'avaient pas été suffisamment préparés et encadrés, et c'est bien pour ça que c'est très important d'avoir aussi un ordre, ils ont eu tendance à aller chercher ailleurs des thérapeutiques, entre guillemets, ou des thérapies non conventionnelles pour répondre aux besoins de leurs patients. Oui, de bonne foi. Absolument de bonne foi. Donc là, on n'est pas dans des dérives sectaires, on est bien dans des dérives thérapeutiques. Et effectivement, l'ordre a émis des avis sur certaines thérapeutiques qui ne correspondaient pas aux données de la science, en alertant les kinésithérapeutes, en leur disant « Attention, ces techniques ne sont pas conformes aux données de la science, donc vous mettez, vous, en péril vis-à-vis de l'ordre, mais aussi vous mettez en péril vos patients. » Donc le commandement, je dirais la base de tout, c'est de rappeler que la kiné est une discipline scientifique qui s'appuie basée sur les preuves ou sur un consensus professionnel. Absolument. Il ne suffit pas de vouloir bien faire, d'être consciencieux, attentif, c'est très important, mais il faut aussi que nos techniques, plus que nos techniques, nos moyens de prise en charge de nos patients soient conformes aux données de la science ou à un consensus professionnel. Mais est-ce que, et je poserai également la question à Mme Desclercq-Dulac, est-ce qu'en refusant les pratiques suffisamment éprouvées, est-ce que l'on n'empêche pas la profession d'évoluer? Non, pas du tout. Il est évident que la médecine, d'une manière générale, est évolutive en permanence. Et la science, même d'une manière générale, ce qui n'est pas vrai un jour sera peut-être vrai demain. Le tout, c'est quand il y a des nouvelles démarches thérapeutiques, il faut faire l'effort de les faire valider, c'est-à-dire de les mettre de les confronter à une démarche scientifique qui permettra de démontrer si oui ou non ces démarches sont valides. Il ne suffit pas de dire j'ai l'impression que ça fait du bien à mes patients, donc ça doit être bon. Mais néanmoins, ce qui n'est pas aujourd'hui validé pourra l'être demain. Donc on est loin d'être sur une kinésithérapie, une physiothérapie figée. Vous diriez que votre code de déontologie aujourd'hui est en phase avec la réalité de l'exercice? Oui, il est pas du tout. C'est pas un code fermé. La kinésithérapie, mais toute la médecine est en pleine évolution. Et ça va s'accélérer. On voit, on vient de parler des technologies. Donc, tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une démarche scientifique et qu'on on s'appuie pas uniquement sur une volonté de bien faire, sur une sollicitude, sur une sensation personnelle du thérapeute qui dit « moi, je fais ça, je vois que ça fonctionne, mes patients sont mieux, et donc, c'est valide ». Madame Desclercq-Dulac, votre sentiment sur ces questions, sur ce que dit Monsieur Ménien? Je partage tout à fait. Je pense que toutes les techniques, et effectivement l'exemple que nous avons eu tout à l'heure, et d'ailleurs les patients sont tout à fait preneurs des nouvelles technologies, de la santé connectée, et pour certains c'est même une sécurité entre les visites avec les professionnels de santé suivant les pathologies dont ils sont atteints. Ça, je crois que le problème ne se pose pas du tout dans ce sens-là. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, et tout à l'heure j'ai évoqué le terme de confiance et je le redis, c'est que je crois que les patients ont parfois le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés et qu'ils vont peut-être chercher auprès d'autres, mais ça c'est le bouche à oreille. Et nous, par contre, nous ne valorisons pas du tout
je dirais, des personnes qui vont exercer un art soi-disant valorisant pour le patient et qui va l'aider si cela n'est pas démontré. Et nous, on travaille avec les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les kinés, enfin l'ensemble des professionnels de santé, dans l'évolution justement de ce qui est de leur profession, et on est prêt là dans l'accompagnement. Et je crois que notre rôle à nous, association de patients, c'est que le patient s'exprime s'il n'arrive pas à dialoguer et à trouver ce qu'il souhaite par rapport à ces difficultés rencontrées, mais de ne pas cautionner des choses qui ne sont pas vérifiées et dont on sait que ça n'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Enfin, je crois que là, vraiment, nous, associations de patients, on est pour la défense des professionnels de santé dans leur art et dans l'évolution des professions qu'ils exercent. Et moi, je tiens quand même à dire, parce qu'on a dit tout à l'heure que la loi Touraine protégeait le patient, tant mieux. Mais nous, on ne pense pas du tout que la loi Touraine a fait un certain nombre de choses que nous avons souhaitées, notamment dans la formation des représentants des usagers. Et s'il y a des usagers qui peuvent aider justement les patients, c'est tous ces représentants des usagers qui siègent dans toutes les instances de santé à condition qu'ils soient formés. Voilà, donc on est bien là aussi dans le même registre, c'est qu'on ne s'improvise pas non plus ou patient expert ou patient ressources pour aller aider des patients et à dire des terminologies ou à orienter vers des choses non validées. Je rappelle à cette occasion que le Conseil national vient de sortir le guide d'information et de prévention contre les dérives thérapeutiques. Voilà, il y a beaucoup de choses utiles dans ce petit guide. Fabienne Brugère, Madame Desclercq-Dulac vient de dire, disait tout à l'heure, les patients parfois n'ont pas l'impression d'être suffisamment écoutés. Ça rejoint quelque part le concept du care auquel vous êtes très attaché, non ? Oui, je crois que les patients n'ont pas toujours l'impression d'être suffisamment écoutés et parfois, effectivement, ils ne sont pas suffisamment écoutés. Mais je crois qu'en fait, en ce qui concerne le lien entre la kinésithérapie et le care, il ne faudrait pas la limiter à la question de l'écoute. Parce que on va rappeler le care tout de suite. Voilà, je vais peut-être rappeler un certain nombre de choses, parce qu'en fait, le care, ça naît dans le cadre d'études anglo-américaines, où on commence finalement à séparer ce qu'on appelle, en tout cas à différencier ce qu'on appelle le domaine du cure et le domaine du care, c'est-à-dire d'un côté le domaine de la guérison. Logiquement, le médecin guérit. On a une maladie et le médecin est là précisément pour soigner au sens de guérir. Et ça, c'est ce qui relève du domaine du cure. Et puis, petit à petit, en fait, au fur et à mesure aussi que se sont développées les maladies chroniques comme le cancer ou comme d'autres maladies, le sida et d'autres, eh bien, en fait, il y a tout un réseau de réflexion qui s'est situé autour de ce qu'on appelle les questions de care, que l'on traduit en français aussi par le fait de soigner. Tout comme le médecin soigne, eh bien l'infirmière peut soigner. Le kinésithérapeute, je vais y revenir, c'est une position encore un petit peu différente. Et donc, on a commencé à réfléchir sur différentes formes de soins. D'un côté, le soin qui mène à la guérison, et puis de l'autre côté, les formes de soins qui relèvent davantage, par exemple, de tâches corporelles répétées, accomplies par les professions de soins, ou qui relèvent précisément de la question de l'écoute, c'est-à-dire de la question de la relation qui se fait entre le thérapeute, ou qui ne se fait pas d'ailleurs, mais qui doit logiquement se faire entre le thérapeute et le patient. Alors je crois que la situation du kinésithérapeute, elle est intéressante parce qu'elle est sans doute par excellence au croisement des deux, au croisement du cure et du care, parce qu'en même temps, il y a bien une vocation thérapeutique, et il y a bien la nécessité, finalement, dans le contact corporel, on pourrait dire, dans certaines circonstances, de remettre quelque chose en place, ou en tout cas de réparer ou de rééduquer. Donc il y a bien quand même quelque chose qui ressemble au fait
pas tout à fait de guérir, mais en tout cas de faire récupérer quelque chose du corps. Et puis de l'autre côté, et pour que le corps puisse à nouveau justement agir, pour qu'il puisse être à nouveau en mouvement. Et puis de l'autre côté, il y a aussi dans la kinésithérapie tout un rapport précisément au bien-être corporel, au fait de pouvoir peut-être enfin savoir se mouvoir autrement, c'est-à-dire se mouvoir mieux, c'est-à-dire faire les bons mouvements, être peut-être moins dans une société de la vitesse, etc. Donc je crois que c'est en fait une profession médicale qui est précisément au croisement entre le cure et le care, et de telle sorte qu'il y a, de ce point de vue-là, peut-être une spécificité vraiment du kinésithérapeute, y compris du coup aussi dans son rapport à la responsabilité, qui est des deux côtés, à la fois du côté précisément de la possibilité d'une réparation, d'une rééducation, et puis du côté aussi de l'établissement d'une relation, d'autant plus importante qu'en général il faut du temps précisément pour, par exemple, rééduquer un corps. Comme il faut du temps, ça veut dire qu'il faut construire une relation. Ça veut dire précisément qu'il faut aussi que le patient ait justement confiance. Et donc, ça suppose là précisément des éléments qui sont très proches de ce qui a pu se dégager dans ce qu'on a appelé l'éthique du care, justement. En anglais, il y a deux verbes pour qualifier les professions de soins, to cure et to care. Le cure renvoie au fait de guérir, et donc par excellence au personnage du médecin, précisément, qui soigne en guérissant et en faisant revenir la santé. Et il y a également le verbe to care, qui veut dire soigner, au sens finalement d'un rapport au corps, le fait de soigner par des tâches corporelles répétées, au sens aussi de la relation, du fait d'instaurer une relation avec un patient. Je crois que le kinésithérapeute jouit d'une situation un peu exceptionnelle parce que précisément il est entre le care et le cure, ou plus exactement, il est à la fois du côté du cure et du côté du care. Et donc d'une certaine manière, le kinésithérapeute est entre le médecin, qui est du côté de la guérison, et puis l'infirmière, qui elle est du côté davantage du soin, dans sa dimension, disons, plus répétitive et plus corporelle. Alors, François Ménien, votre avis là-dessus, est-ce que le care peut aider à valoriser encore plus votre discipline? Je ne peux qu'être absolument d'accord, parce qu'effectivement, c'est une spécificité de la profession, dans les professions de santé. Le kinésithérapeute ne s'occupe pas que du cure. La loi prévoit que lorsqu'il exerce dans un but thérapeutique, le masseur kinésithérapeute exerce son art sur prescription médicale. Ça veut dire qu'il n'exerce pas uniquement dans un but thérapeutique. Et pendant très longtemps, il faut reconnaître que dans notre profession, tout ce qui n'était pas thérapeutique, c'était plutôt pas noble en tout cas, pas très bien vu. Or, maintenant qu'il y a une évolution des mentalités vers le care, c'est vrai qu'on se rend compte que la prise en charge, l'écoute du patient compte, je ne sais pas si c'est au moins autant, enfin je ne vais pas faire de proportion, mais compte de manière très importante dans la prise en charge non seulement thérapeutique, mais on ne soigne pas une maladie, on ne soigne pas un accident, on soigne un patient dans son entité. Et donc là, c'est vraiment une spécificité des kinésithérapeutes, d'autant plus que ce sont des séances qui sont renouvelées. En kinésithérapie, on soigne rarement en une séance. Donc on voit les patients sur un certain nombre de séances et pendant un temps qui peut se prolonger. Et donc, ça implique un contact humain important. Donc, effectivement, la kinésithérapie est à la fois, elle n'est pas à cheval entre eux, elle est à la fois cure et care. Vous rappeliez tout à l'heure que c'est une discipline scientifique, c'est une science médicale, donc on peut concilier à la fois une science médicale et une discipline humaniste. Ah ben heureusement, oui, parce que sinon, effectivement, on pourrait mettre des robots à la place des kinésithérapeutes et ça marcherait peut-être mieux. Non, effectivement, c'est une science médicale, il faut absolument que nos pratiques soient validées par la science, mais au-delà des pratiques, il y a la mise en œuvre de ces pratiques. Et là, on est en relation avec des patients et la loi Kouchner rappelait le respect de la dignité de l'autre, le respect de sa liberté et le consentement éclairé du patient. On est vraiment dans une relation humaine, là. Oui, alors justement, vous faites écho à la loi Kouchner. C'est la loi du 4 mars 2002 sur le respect du droit des usagers. Et depuis maintenant 4 ans,
j'interviens dans l'Institut de masso-kinésithérapie de la région Centre, justement sur la relation au patient. Au-delà de l'acte technique, je dirais, et justement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et je rejoins tout à fait ce que Madame a évoqué tout à l'heure, c'est que non seulement il y a une relation au corps par rapport à des actes techniques qui peuvent être pratiqués donc par les kinésies, mais il y a également en même temps une relation, je dirais, psychologique, parce qu'il y a un temps passé avec le patient, et ce temps-là permet justement de nouer une relation qui va plus loin, si vous voulez, que l'acte technique. Et ça, je crois, et en plus, quand un kiné demande à son patient, on a parlé des objets connectés tout à l'heure, il peut y avoir des choses qui peuvent être faites à domicile, et avec une relation où les actes, la pratique qui est faite avec l'objet connecté soit renvoyée au kiné, et qui permettent à ce moment-là, justement au patient, de regarder s'il a vraiment noué cette relation avec son kiné et de le réévoquer avec lui. Et moi, je dirais que c'est un véritable enrichissement. C'est pour ça, nous, les objets connectés, bien accompagnés, attention, hein, je mets des précautions, bien accompagnés, peuvent être encore une valorisation du développement de cette confiance et de cette relation avec le soignant. Donc ça n'est pas qu'un objet d'inquiétude. Pas du tout. Ça peut être. Là aussi, il faut de l'accompagnement. Hein. Et ça, je crois que le kiné est peut-être celui qui, dans les professionnels de santé, peut être véritablement accompagnant. Alors, je reviens sur les dérives thérapeutiques dont nous avons parlé il y a un instant. La mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires estime à 4000 en France le nombre de psychothérapeutes autoproclamés qui n'ont suivi aucune formation et qui ne sont inscrits sur aucun registre. 4000. Ça veut dire qu'ils sont facilement accessibles. Enfin, on les trouve relativement facilement. D'abord, ils sont facilement accessibles, mais ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Il y a toujours eu des guérisseurs, des rebouteux, je veux dire, ça existe. Et je ne sais pas d'ailleurs comment on les recense, parce que comme ils ont, ce ne sont pas des professionnels réglementés, tout ça. Donc déjà, en France, on ne sait pas combien il y a d'infirmières diplômés d'État. Je ne sais pas comment on sait combien il y a de praticiens donc il y en a. Mais c'est un secret pour personne. Le tout, c'est d'informer, bien informer la population. Ça, c'est le versant population. Il faut bien informer la population que ce ne sont pas des professionnels de santé. Là, la frontière est parfois ténue entre des professionnels, pas seulement des vrais professionnels, mais ils sont professionnels de la santé, c'est-à-dire pas professionnels de santé. Il faut faire attention. Donc là, il y a des messages à faire passer. On rappelle que chez les kinés, c'est l'ordre qui tient un jour le tableau des professionnels qui remplissent les conditions légales. Et il y a en plus, de manière endogène, le risque que des professionnels de santé, des kinésithérapeutes, mais des médecins aussi, enfin des professionnels de santé, puissent partir dans des dérives thérapeutiques de bonne foi, mais du coup ne respectent plus leurs engagements professionnels de professionnels de santé, et donc leur déontologie. Alors, de bonne foi, parce qu'ils n'ont pas l'esprit critique, en fait. Et on en revient à la formation initiale qui doit développer l'esprit critique. Oui, ça, c'est sûr que c'est une base indispensable, c'est le b.a.-ba. Néanmoins, les médecins ont une formation universitaire depuis très longtemps, normalement ont un esprit critique développé, et il y a un certain nombre de médecins qui sont quand même partis sur des dérives thérapeutiques. Donc, ça ne suffit pas. Il ne faut pas croire que c'est pas un... Voilà, il faut remettre 100 fois sur le métier l'ouvrage. Il faut faire très attention, communiquer beaucoup. L'angoisse d'un patient qui souffre, elle existe. L'angoisse d'un professionnel de santé qui n'arrive pas à traiter son patient, elle existe. La communication, la confiance doit être à l'ordre du jour. Oui, Madame Desclercq-Dulac. Ce que je voudrais ajouter, c'est que là, on est effectivement avec le Conseil national de l'ordre des kinés, mais on oublie de dire que de plus en plus, c'est quand même une prise en charge globale du patient et que les équipes pluridisciplinaires permettent quand même d'avoir un autre type d'approche et un échange. Et il y a quand même des réflexions actuelles dans les facultés pour essayer que justement tout ce qui va concerner plus particulièrement le CARE,
eh bien, puisse être fait en multidisciplinarité pour une véritable approche relationnelle du patient. Et ça, je crois qu'effectivement, il faut le dire, que la solitude d'un professionnel de santé, quand vous le dites, c'est difficile. Vous avez des patients qui ne sont pas faciles, des pathologies chroniques qui sont difficiles. Et je pense que c'est vrai que d'œuvrer en équipe pluridisciplinaire, avec un respect des compétences des uns et des autres, c'est peut-être quelque chose, une voie qui est en train de se mettre en place d'ailleurs, mais qu'il faudrait apprendre dès les formations. Parce que les gens se retrouvent sur le terrain, ils n'ont jamais appris à travailler ensemble, et tout d'un coup on leur demande de le faire. Et ça, je crois que là, il y a une réflexion au niveau de la formation de l'ensemble des professionnels de santé qui devrait répondre à cette préoccupation de prise en charge globale du patient, et notamment dans des cas très complexes. On en revient à ce qu'on évoquait ce matin, l'importance de l'hôpital dans la formation des kinés, là où ils travaillent en interdisciplinarité. Fabienne Brugère, je vois que vous aviez envie de réagir sur ce que disait Madame. Non, parce que je suis tout à fait d'accord sur cette idée de prise en charge globale du patient, ce qui renvoie d'ailleurs à la possibilité pour le thérapeute de construire une relation avec le patient qui soit une relation portée, on pourrait dire, par une certaine singularité. Mais ça, en même temps, la possibilité de construire une relation singulière, ça ne s'acquiert pas comme ça. C'est en fait un mélange de plein de choses. Et de ce point de vue-là, j'aurais assez envie de m'amuser à comparer le kinésithérapeute avec le pompier. J'avais fait un dialogue un jour avec un pompier. Le pompier avait décrit comme ça son métier comme étant, en fait, comme requérant 3 qualités, l'intelligence de situation, la compétence et puis le cœur, les 3. Et bien évidemment, la question de la compétence, on peut la renvoyer à la formation et donc à l'aspect scientifique de la profession, en ce qui concerne à ce moment-là le kinésithérapeute. L'intelligence de la situation, je crois qu'elle se fait avec l'expérience et que ce qui est très important dans tous les métiers, mais en particulier dans les métiers de santé, c'est précisément la constitution à travers le temps dans une profession d'une expérience. Or, pour que cette expérience, elle se constitue, il faut précisément que le soignant soit en dehors de toute solitude. Il faut précisément qu'il ait des collectifs, il faut précisément qu'il puisse se former, y compris dans la perspective d'une formation critique. Donc c'est un ensemble en fait très, très complexe et qui doit mettre toujours de côté le risque précisément de l'isolement. Et puis enfin, il y a aussi malgré tout l'importance du cœur, c'est-à-dire ce qu'on a appelé tout à l'heure la sollicitude. C'est évidemment un élément, mais ça ne saurait être le seul. Et donc, je crois que si finalement le kinésithérapeute, comme le pompier, arrive à lier ces trois qualités, eh bien, il a sans doute les moyens d'arriver à déployer justement une prise en charge, on pourrait dire, globale du patient. Parce qu'il le voit, il peut le voir sous toutes ses facettes et il peut nouer la relation de manière complexe. Je crois qu'il ne faut jamais laisser de côté toute la question de la complexité de la relation thérapeutique. Oui, en tout cas, ce que vous dites, c'est que la dimension du care, qui est chère à votre cœur, ne suffit pas. Parce que si on base tout sur l'importance de la relation qu'on noue avec le thérapeute, on peut la tourner vers un psychothérapeute autoproclamé qui saura établir une relation de qualité avec la personne qui vient le voir, mais qui, lui, n'a pas de formation scientifique. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que si on limite le care à la question, effectivement, de la sollicitude, du cœur, etc., on peut arriver à des dérives importantes, mais si, en revanche, on a une vision complexe de ces questions-là, et si, précisément, on promeut une sorte d'éthique, alors là, on va introduire la question de la compétence, on va introduire la question de l'intelligence de situation, et donc forcément, on pourra vraiment constituer quelque chose de satisfaisant avec le patient, de respectueux du patient, et aussi de responsabilisant en quelque sorte. Et c'est pour dire finalement
qu'on ne doit pas réduire le care à une vision simpliste du care, qui serait justement celle du cœur, de la sollicitude, du supplément d'âme. C'est bien plus complexe que ça, et ça ne saurait mettre de côté une expérience, un savoir-faire, un rapport à la science, mais un rapport d'ailleurs aussi à une forme un petit peu ancienne de ce qu'on appelait un art. Parce qu'après tout, le contact, le fait de savoir se rapporter par le contact à un autre corps, de pouvoir développer un certain nombre de gestes, de techniques, c'est aussi d'une certaine manière un art qui se constitue aussi au fur et à mesure d'une temporalité, d'une expérience. Je vais poser une question comme ça dans la salle, parler en toute franchise ou répondez en toute franchise. Qui a appris aujourd'hui ce qu'était le care ? Aujourd'hui, là, maintenant, avec nous. Donc il y a quand même beaucoup de mains qui se lèvent. Hein, ça veut dire que c'est une dimension. Ça vous surprend que... Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais je crois que c'est... Voilà, c'est parce qu'on l'appelle plutôt soin, relation ou prendre soin. C'est, en français, forcément, c'est ça. Donc, comme M. Jourdain, les kinés font du care sans le savoir, en fait. C'est ça. Bien, alors, on va ouvrir évidemment aux réactions de la salle. Je crois qu'on a un tweet qui approuvait vos propos, Mme Desclères-Dulac, qui nous est arrivé sur le réseau social. Voilà la kinésithérapie. C'est ce qu'on a dit. Alors c'est vous, Madame Brugère, qui disiez que la kinésithérapie est une profession qui est à la croisée du cure et du care. Voilà. Bien. Et un autre, j'aimerais... Ah voilà, alors je faisais allusion à ce tweet-là. J'aimerais tellement être dans la salle pour applaudir les propos de Madame Desclères-Dulac. Voilà. Donc, on a un internaute qui applaudit chez lui. Hein, très bien. Jean-François, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou pas ? Vous êtes arrivé un peu tard pour nous rejoindre, parce que vous étiez occupé à des missions importantes cet après-midi au ministère. Donc, bien. Alors, on va prendre des questions dans la salle. Monsieur, levez-vous et présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Francis Dussert, donc CROMK Centre Val-de-Loire. Sur la prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle des patients, je pense qu'il y a un consensus qui se dessine, si ce n'est un tout petit hiatus, c'est-à-dire sur ce que constitue l'équipe pluriprofessionnelle, qui peut être constituée à la fois de professions de santé réglementées, de professions agissant dans le domaine de la santé, mais non réglementées. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et demain, de tout un tas d'autres choses que voudra bien nous donner la nature. Donc, il faudrait que, pour l'information des patients, que chacun sache bien, en allant dans telle ou telle structure, à qui il a affaire, et qu'un professionnel de santé réglementé, c'est une chose, un professionnel agissant dans le domaine de la santé, c'est autre chose, et un guéri-tout, c'est encore autre chose. Oui, Bonsoir. Francis, tu as tout à fait raison. Bien entendu, il faut faire attention, et là c'est ce dont on parlait tout à l'heure, de la limite entre les professionnels de santé qui ont une compétence, une formation et qui sont encadrés par un ordre, et puis des professionnels qui naviguent autour de la santé mais qui n'ont pas la culture de santé. Et le message auprès du public et donc des patients n'est pas toujours très clair. Et d'ailleurs, c'est volontairement flouté. Vous faites le nécessaire pour essayer de... Mais ces professions-là, c'est une question de marché qui n'ont... Je pense aux professeurs de gym ou aux ostéopathes non professionnels de santé. Enfin, il y a tout un mélange de professionnels, de jeunes qui ont été formés, qui sont au chômage et qui veulent absolument trouver un job. Et comme ils ne sont pas protégés, alors, ils ont bien ce souci du care, ils ont bien cette appétence pour la sollicitude, mais il n'y a pas le contrôle, il n'y a pas la compétence, il n'y a pas le contrôle. Donc, ils se retrouvent dans la même dérive que la sollicitude. Je parlais du professionnel face à son patient. Et c'est pour ça, Francis, que tu as tout à fait raison. Il faut absolument... on a tous connu ça à une époque, on exerçait en ville souvent seul.
l'exercice pluriprofessionnel ou l'exercice en cabinet de groupe, ça apporte quand même une sécurité. On peut confronter nos analyses et donc c'est quand même, ça évite cette tentation d'aller sur des zones qui ne sont plus scientifiques et le souci de bien faire n'est pas suffisant, très nettement. Alors, est-ce que nous avons... alors, il y a un monsieur là-bas, voilà. C'est monsieur qui est intervenu tout à l'heure, kinésithérapeute de Martinique. C'est ça, Didier Maxime, CDO Martinique. J'interviens encore une fois à ce sujet, parce qu'on en a déjà parlé de tout ce qui est des avis qui ont été prononcés par l'ordre. J'ai appris ce que c'était le CARE aujourd'hui. Je vous remercie, madame, c'était très bien. Notamment le côté psy, qui je trouve n'est pas assez abordé en formation initiale. Ce serait bien, ou bien même en formation après. Je trouve que c'est vraiment une démarche personnelle de chacun d'entre nous d'aller chercher le côté psy pour aider ses patients, parce qu'on en a tous besoin dans tout ce qu'on fait. Mais je voulais juste revenir sur les avis émis par l'ordre. Je repose la question que j'ai posée la dernière fois. Est-ce que vous pensez que ça n'aurait pas été plus judicieux et peut-être mieux accueilli par les confrères, à la place d'interdire et de dire que c'est dangereux parce que pas assez prouvé par les connaissances actuelles de la science, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux d'encadrer ces techniques et de les faire évoluer? Parce que le risque que je vois dans ça, dans le fait de d'émettre ce genre d'avis, encore une fois, c'est que quand on va vouloir faire des recherches, on va nous dire non, mais on ne peut pas vous financer pour des techniques qui ne sont pas reconnues par votre ordre. On peut se tomber sur cet écueil-là. Et du coup, on va perdre certaines compétences qu'on pourrait avoir si jamais un jour les données de la science nous permettent de les prouver. On peut perdre ces compétences qui vont être récupérées par quelqu'un d'autre. Et notamment par les ostéopathes qui, eux, font tout ce qu'ils veulent dans un cadre qui n'est pas protégé plus que ça. Oui, alors on dérive un peu, mais enfin, les avis de l'ordre, là aussi, on doit avoir un problème de communication. Ce ne sont pas des interdits. Les avis de l'ordre, c'est ce qu'on appelle du droit souple. On avertit, on alerte les professionnels sur le risque qu'ils prennent en utilisant certaines techniques qui ne sont pas validées, pas reconnues ni par la science, donc pas validées par la science, ni même par un consensus professionnel. Voilà. Donc les kinésithérapeutes, en l'occurrence, savent que s'ils pratiquent ces techniques, ils s'exposent et ils exposent leurs patients à ces risques-là. Après, ils sont responsables, ce sont des professionnels de santé responsables, et ils agissent comme ils le veulent. La deuxième question, c'est l'évolution, et c'est toujours ça. Est-ce que ça ne fige pas la profession uniquement dans des techniques prouvées, complètement validées? Pas du tout, parce que si les expérimentations se font dans un cadre justement expérimental, c'est-à-dire que ce n'est pas un kinésithérapeute tout seul dans son cabinet qui va tripatouiller une technique, j'allais dire tripatouiller un malade, c'est pas quand même très correct, et qui va estimer que ça fonctionne, ça n'a rien de scientifique. S'il le fait dans un cadre, dans un laboratoire expérimental, s'il le fait avec des confrères, avec d'autres professionnels de santé, et il pourra tout à fait élaborer sa technique et ensuite elle sera validée ou pas. Et là, les avis de l'ordre sont évolutifs. C'est pas figé, c'est pas le code de la santé publique. Donc, si on arrive à montrer que telle technique est efficace, l'ordre modifiera ses avis. Enfin, dernier point, c'est pas à l'ordre de faire le travail. Les missions de l'ordre sont quand même des missions qui sont écrite dans le Code de la santé publique. L'ordre ne peut pas prendre en charge l'étude expérimentale d'une technique. Ce sont aux promoteurs de ces techniques de faire ces démarches avec l'université si possible. Et bien sûr, l'ordre peut être un soutien, mais ce n'est pas l'ordre de prendre l'initiative. Donc l'ordre émet des avis parce que sur des techniques qui sont déjà en place. Mais ce n'est pas pour ça que l'ordre fige l'ensemble de l'exercice. Il faut être très clair là-dessus. Bien, merci. Madame, ensuite là, 3. D'accord, on y va. Madame. Oui, Stéphanie Palaï-Michel. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci. Oui, si vous voulez. Stéphanie Palaï-Michel du Vaucluse. Je suis présidente du CDO 84. Donc, je vous remercie pour cette belle journée. Et sur ces dernières explications
qui, quoi qu'il en soit, viennent un peu éclairer ce débat et nos interrogations sur les avis. Je pense que ça avance, je pense, l'explication. On se demande toujours pourquoi ces kinés sont allés aussi dans des formations ou sont allés essayer de réfléchir à des techniques complémentaires, qu'elles soient micro-kinés parce que c'est des kinés, parce qu'elles soient en crânien, qu'elles soient... Pourquoi ces kinés sont allés travailler depuis 20 ans, 30 ans, pourquoi ils proposent ces soins-là aux professionnels. Mais peut-être qu'on a une partie de réponse aujourd'hui par rapport à ce quart, peut-être justement. Ce travail d'aller travailler plus dans l'écoute, plus dans la séance qui sera un peu moins technique, et par la demande des patients aussi, qui parfois, ne se sentant pas écoutés dans quelque chose de trop technique, préfèrent aller dans des techniques où la prise en charge est un peu plus longue, où il y a un petit peu plus d'échanges. Et donc, du coup, Pascal sait combien moi je m'interroge par rapport à tout ça depuis quelques mois et par rapport aux avis, sans polémique, sans guerre, hein, parce que je suis pas là-dedans, juste par respect pour les patients qui consultent ces gens-là depuis tant d'années. Et je mets de côté ceux qui ont été déviants, parce que là, on a notre ordre, notre éthique qui peut les condamner. Ceux qui ont pris pouvoir sur le patient et qui ont obligé le patient à ne plus croire à la médecine conventionnelle, parce que c'est là la vraie dérive, en arrêtant tout le reste. Médecine complémentaire et en restant dans le conventionnel, je crois que tout est possible. Voilà. Et je m'interroge maintenant, comment on va pouvoir aussi évaluer, puisque c'est ce que tu dis François, c'est à eux maintenant d'aller se faire évaluer, mais comment on va avoir des techniques d'évaluer si on doit être sur le domaine du care? Dans le domaine du cure, apparemment c'est facile, on a déjà des mesures et tout. Dans le domaine du care, voilà, c'est bien là la problématique, c'est le bien-être, c'est le ressenti, c'est tout ça. Donc je suis contente de cette journée parce que ça apporte, à mon avis, j'espère, des réponses aussi à nos confrères qui étaient dans ces techniques-là et qui s'interrogeaient sur leur avenir. Merci Madame. Fabienne Brugère, vous voulez peut-être réagir? Ah oui, parce que ça me semble particulièrement intéressant ce que vous avez dit, Madame. D'une part, c'est vrai que dans la relation thérapeutique et celle qui concerne le kinésithérapeute, il y a bien évidemment une nécessité de savoir parler, de savoir rencontrer, de savoir écouter et de ne pas être uniquement dans un rapport à la technique. Alors à la fois, parce que quand on manipule un corps et quand on propose des exercices à un corps, eh bien, il faut bien expliquer les choses, il faut bien pouvoir en dire quelque chose. Sinon, ça devient une affaire de panique, de peur, et dans une société de la peur, on sait ce que ça peut donner. Donc ça me semble un élément important qui d'ailleurs ne touche pas uniquement les questions de santé. Quand je vois dans l'université comment dans la moindre réunion on nous sert que des phrases techniques avec des abréviations sur lesquelles on ne dit plus rien et on peut vite être paumé même si on est complètement de la partie. Je pense que là, il y a vraiment dans le care quelque chose qui a à voir avec la construction effectivement de la notion de relation. Alors sur l'évaluation, j'ai travaillé là-dessus dans l'éthique du care, justement, dans ce livre que j'ai publié, sur l'idée de comment on pourrait construire une évaluation qui ne soit pas une évaluation quantitative, uniquement basée sur des chiffres. Et ça, je suppose que vous êtes constamment confronté à ça dans vos rapports, bien sûr, à la sécurité sociale, à votre ministère de tutelle, etc. Mais comment on pourrait constituer une évaluation qui serait justement qualitative. Et ça, je crois que c'est le grand défi de demain. C'est comment on pourrait... non pas, il ne s'agit pas de renoncer à l'évaluation, parce que je pense qu'on ne renoncera plus à l'évaluation, parce que l'évaluation, ça répond aussi à des demandes, parfois des patients, etc. Mais comment on pourrait construire autrement l'évaluation, de manière qualitative, et je dirais, pour faire vite, de manière humaniste, précisément. Merci. Oui, Madame Desclercq-Dulac, un mot. Ensuite, oui, je vous ai vu, Madame. Oui, juste un petit mot. Lorsque, justement, là, c'est une de nos grandes préoccupations de l'évaluation, justement, dans ce domaine. Et donc, dans la loi Touraine, bon, on a dit qu'elle avait été faite pour le patient, mais on a travaillé un tout petit peu dedans. Il y a un article, justement, 92, qui est qu'il y aura des expérimentations sur l'accompagnement à l'autonomie. Et que dans chaque agence régionale de santé, donc les dossiers sont actuellement dans les agences régionales de santé, proposés par des associations, par des professionnels de santé, etc. Et que pour voir comment
autonomiser justement le patient, le rendre indépendant, etc. Et ce qui est demandé dans le cahier des charges, c'est qu'il y ait véritablement une co-construction avec tous ceux qui sont dans la démarche et surtout qu'il y ait à tout moment de l'évaluation et de la recherche. Donc je pense qu'on commence un petit peu à semer des petits cailloux et à faire en sorte qu'on va essayer d'y parvenir. Parce qu'on est dans des concepts, on voit bien qu'on essaie de les pratiquer, mais on ne les valorise pas suffisamment et on ne les met pas suffisamment en exergue pour que tout le monde puisse s'en emparer. Et surtout aussi, moi je dirais qu'il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est le volet économique des choses. Et on sait que l'argent est rare et que si on veut valoriser justement ce care et cette relation à l'autre, et cette écoute, cette empathie, cet empowerment, etc., eh bien, il faut qu'on montre à quel point ça peut faire en sorte qu'un traitement, qu'une prise en charge globale puisse faire que le patient, en bout de course, et son environnement dont on n'a pas parlé du tout, mais qui est important, mais peut permettre justement qu'il reste un patient, un homme ou une femme debout. Voilà moi ce que je voudrais dire. Merci. Alors, il y a deux personnes qui lèvent la main. Il y a madame qui piaffe, donc je lui donne la parole. Ensuite, essayez vraiment de faire court, parce qu'on est pris par le temps. Je revenais sur les données de cours et de care. Pour moi, dans le care, il n'y a pas que l'environnement, il n'y a pas que la relation, même s'ils ont une importance fondamentale, mais la prévention primaire de nos patients et qui est un fondamental de notre prise en charge, que là, pour le coup, je suis sûre qu'aucun kinésithérapeute ignore, est vraiment important. Et après, les préventions secondaires et tertiaires rentrent dans le tempo des deux, à la croisée des chemins. Merci. Voilà. J'étais assez courte. C'était parfait. Merci, madame. Donc, je vais faire court. Pour encore parler de notre micro-pays à côté, qui est la Belgique, et qui est aussi un laboratoire de ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais encore une deuxième fois lancer l'alerte. Effectivement, vous avez parlé de pluridisciplinarité, et c'est un sujet qui nous est très cher, car on essaye, nous, le représentant des kinés libéraux, pour traduire en français, on travaille en monodisciplinaire beaucoup trop, on est individualiste dans notre coin. Et alors, du pluridisciplinaire, il se le fait à l'hôpital, évidemment, très facilement. Et aussi dans ce qu'on appelle les maisons médicales. Mais les maisons médicales, ce n'est pas comme chez vous. Chez nous, les maisons médicales, le patient n'a pas le libre choix. Et aussi une grosse différence de tarification, c'est que là, les soins sont gratuits, alors qu'en libéral, il y a un supplément. Et donc, il y a une minorité de soins qui se font dans les maisons médicales, qui sont assez subsidiés par les pouvoirs politiques, parce qu'ils font du pluridisciplinaire. Et nous, on ne parvient pas à faire du pluridisciplinaire parce qu'on est isolé. Alors la question, c'est comment faire dans les déserts, dans vos déserts thérapeutiques, du pluridisciplinaire. Nous, on incite à faire des cabinets communs, mais voilà. Comment faire pour avoir que le patient ait une qualité de soins? Merci. François, brièvement. Il n'y a pas de solution miracle. En France, on fait pareil. On essaye de mettre des cabinets pluridisciplinaires mais ça, c'est le problème des déserts médicaux. Mais là, on a été plus loin dans cette réflexion. La pratique isolée d'un professionnel de santé, quel qu'il soit, seul dans son cabinet face à ses patients, c'est une pratique qui a eu en ville, qui était la pratique courante en ville pendant des décennies, et qui a montré ses limites. Et donc la pluridisciplinarité dans des cabinets de ville, même quand ce ne sont pas des déserts médicaux, c'est un plus. Le fait d'être plusieurs praticiens, on peut confronter ces expériences, échanger, voilà. Donc c'est forcément ça, c'est une protection, à mon sens, contre les dérives thérapeutiques aussi. Je voudrais qu'on remercie nos intervenants, Fabienne Brugère, François Ménien, Daniel Desclercs-Dulac. Merci à tous les trois. Je vous laisse regagner vos places. Je vous en prie.